Et Lombroso, vous êtes professeur à l'université de la Sorbonne Nouvelle et juste pour lancer, mais après vous direz ce que vous voulez, votre intervention, c'est la question, c'est est-ce qu'on peut sortir justement dans ces idées d'histoire de brouillon, de l'image unique du brouillon comme une page raturée qu'il faut montrer ou faire disparaître. Bon. Merci de m'accorder la parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je souhaite remercier les organisateurs de ces deux grandes journées du CNESCO consacrées à l'écriture. Merci à Catherine, merci à Michel de m'avoir sollicité et je salue aussi les internautes qui nous suivent à distance. Effectivement, peut-on avoir d'autres formes de brouillon? Déjà, pour commencer sur cette question du brouillon, ce que je vous propose, c'est l'impossible définition du brouillon, ou du moins l'impossible définition unique du brouillon. Je vais donc vous proposer quelques approches. Et la première approche, c'est l'approche finalement d'une définition la plus conventionnelle qui soit. Qu'est-ce que c'est qu'un brouillon dans une définition générale? Un écrit de travail visant la rédaction et la mise au point d'un texte, souvent corrigé, en présence de ratures, de réécriture, considéré comme un écrit provisoire et désignant tout ce qui va se situer avant le produit définitif. Donc finalement, au fond, c'est une vision binaire, la plus ordinaire que l'on ait en général, une vision binaire entre le provisoire d'un côté, le définitif de l'autre. Donc le brouillon, c'est le fatras de la préparation. Si on veut aller un peu plus loin, on peut s'intéresser au brouillon à l'aide des outils que nous apporte une discipline qui est la critique génétique ou encore la génétique des textes. Alors, qu'est-ce que c'est que la génétique des textes ou la critique génétique? Eh bien, c'est une discipline qui étudie les processus de création à partir des traces matérielles laissées au cours de la genèse des œuvres. Qu'il s'agisse de manuscrits d'écrivains, de croquis de peintres, de maquettes d'architectes, de carnets de scientifiques, bref, toutes les traces matérielles de l'expérience créatrice en devenir intéressent la génétique. Alors, que nous dit la génétique? Elle-même n'est pas tout à fait d'accord entre elle-même et elle-même, puisqu'une définition large nous dirait, au fond, ce sont les documents de genèse qui relèvent de la zone rédactionnelle de l'œuvre, c'est-à-dire, au fond, tout ce qui va relever, en quelque sorte, de la préparation de l'œuvre, de l'organisation des documents d'information de l'œuvre, et donc d'une zone qui est rédactionnelle. Rédactionnelle, c'est-à-dire non pas pré-rédactionnelle. Et donc, de fait, il y aurait plutôt 3 étapes, une vision ternaire et non pas binaire, dans une première approche de la génétique, l'univers du pré-rédactionnel, c'est-à-dire la recherche de l'avant-projet, avec le bouillonnement que cela suppose. Ensuite, le rédactionnel et le post-rédactionnel, c'est-à-dire la phase d'édition de l'œuvre. Et donc, que serait le rédactionnel en tant que tel? Eh bien, c'est la phase de fabrication. Et donc, la génétique peut très bien parler des brouillons de l'œuvre, en disant que dans les brouillons de l'œuvre, il y a tout ce qui englobe la structuration, la documentation et la mise en texte de l'œuvre. Donc ça, c'est une vision assez extensive, défendue par certains généticiens, de parler des brouillons au pluriel de l'œuvre d'une manière globale. Et puis, une définition qui sera donc plus courte, plus restreinte, ce sont les brouillons dits rédactionnels. C'est une définition que l'on entend assez dans le milieu scolaire, c'est-à-dire l'ensemble des brouillons qui permettent de rédiger l'œuvre, la mise au point textuelle de l'œuvre, avec ses ratures, et qui nous renvoie donc au processus rédactionnel qui insiste sur la textualisation. Donc, la définition génétique restreinte envisage les brouillons comme ce qui relève de la rédaction. Écrire, c'est rédiger dans une définition plus restreinte. Donc, vous voyez, ça fait déjà 3 regards relativement différents. On peut en ajouter un autre, une définition paradoxale. Les brouillons, ça ressemble à du texte, mais ça n'est pas du texte. C'est quelque chose qui sert à fabriquer du texte. Alors, c'est une définition intéressante de Daniel Ferrer sous la forme du paradoxe, parce que, au fond, si ça ressemble à du texte, mais ça n'est pas du texte, peut-on utiliser tous les outils de l'analyse des textes et de l'évaluation des textes pour parler des brouillons d'élèves? Est-ce légitime? Et puis, une dernière définition que vous connaissez peut-être, parce qu'elle circule en raison de son caractère poétique. J'aime le mot brouillon, nous dit Philippe Lejeune.
C'est un mot écolier, un mot gentil. Il hésite entre brouillard et bouillon. Un brouillon, c'est provisoire, ça n'engage pas, on en fait tant qu'on veut de quoi remplir la corbeille à papier de la vie. Alors, je vous propose d'aborder la problématique du brouillon avec ces 5 points de repère et à reprendre les choses de manière un peu historique. D'abord, il faut attendre les travaux de Claudine Fabre à partir de 1987 pour que naisse sur les brouillons une réflexion didactique inspirée par la critique génétique, développée dans ce laboratoire qui s'appelle l'Institut des textes et manuscrits modernes du CNRS. Alors disons qu'à la fin des années 80, estimer que l'approche appropriée aux experts pouvait aussi s'appliquer aux traces produites par les écoliers était une révolution copernicienne, extrêmement importante, avec un moment de rupture, qui est donc l'ouvrage de Claudine Fabre, Les brouillons d'écoliers ou l'entrée dans l'écriture en 1990, et qui s'appuie sur un éventail de brouillons et de copies entre le CP et le CM2. Que montre cette recherche initiale, fondatrice, qui est un bing-bang? Elle montre que l'écriture se pratique comme un ensemble d'opérations qui s'imbriquent entre les retouches locales sur l'orthographe, l'approche du lexique, de l'ordre des mots. Et ça, c'est extrêmement important dans une vision plutôt holistique de l'écriture et de la réécriture. La période 87-98, me semble-t-il, avec la thèse de Catherine Boré-Lamotte, constitue une première période historique qui me semble être celle de l'émergence d'une didactique du brouillon scolaire, qui s'institutionnalise, mais avec une focalisation sur les brouillons rédactionnels, c'est-à-dire la définition restreinte de la génétique. Munis de cette hypothèse, d'autres chercheurs ont poursuivi le travail, dont les travaux de Catherine Boré-Lamotte pour le secondaire. Et au fond, sont interrogées des pratiques académiques du brouillon, avec, je crois, le souhait, dès le départ, de désenclaver le brouillon, avant qu'il ne se technicise en une recette, dans des méthodes et dans des manuels, ce qui finira par arriver forcément. Donc, je dirais, voilà, pour résumer les choses, 2 exemples. Zola, un second plan détaillé qui entrerait dans une définition générale des brouillons de l'œuvre, et de l'autre côté, un brouillon rédactionnel de la légende de Saint-Julien de Flaubert, qui est vraiment l'exemple du brouillon rédigé, retravaillé, textualisant. Donc 97-98, émergence et structuration des didactiques du brouillon scolaire. D'abord parce que ces brouillons deviennent des objets didactiques, ce qui signifie quoi concrètement? Qu'on transcrit les jets successifs des brouillons et qu'on constitue des corpus. Qu'on étudie le travail du raturage, l'ajout, le déplacement, le remplacement et leur combinaison. Que l'on met en évidence les processus dynamiques de réécriture, contrairement à la philologie qui s'intéressait simplement aux variantes. Qu'on aborde la posture réflexive et qu'on insiste sur la dimension métalinguistique, c'est-à-dire la dimension formative aussi de ces énonciations du tâtonnement. Et donc, cette hypothèse forte que le brouillon participe à la construction de la compétence écrire et sans doute de la construction du projet d'écriture, voire du sujet. Et puis, les brouillons ouvrent un débat idéologique dont on n'en est pas sorti. Je les formule sous forme de questions. L'écriture, est-ce le fruit du don ou du travail? Le texte, est-ce un processus globalisant? Il y en a plusieurs, je sais. Mais est-ce globalement un processus ou un résultat? Et si c'est un processus ou si c'est un processus et un résultat à la fois, est-ce qu'on sait à l'école évaluer le processus? Ou encore faut-il évaluer le processus? Que signifie ne pas montrer un processus en termes de modèle d'enseignement de l'écriture? Autre conséquence, faut-il évaluer le brouillon à l'aune des normes textuelles et de ses critères? J'insiste sur le mot critères, qui a été l'occasion d'un article de Claudine Garcia-Deban. Et enfin, l'enseignement du brouillon est-il rentable, compte tenu des difficultés matérielles que représente sa pratique en classe, vu le nombre d'écoliers ou de lycéens dans la classe, ou de collégiens? Donc faut-il l'enseigner, ce travail du brouillon, voire faut-il enseigner la génétique des textes, comme ce fut le cas au début des années 2000? Il me semble que cette première période a été extrêmement importante parce que ça a représenté un terreau fertile sur lequel va pousser l'arbre des didactiques des écrits préparatoires. Donc cet arbre des didactiques, me semble-t-il, se déroule à peu près du début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et le concept que je vais utiliser pour aborder ces grandes
transformation du champ des didactiques du brouillon, c'est la notion d'échelle. C'est le concept d'échelle. Alors ce n'est pas pour rien que j'utilise ce concept, parce qu'il me semble qu'au-delà même de notre problématique, l'échelle est de notre époque. C'est l'époque de la mondialisation, c'est l'époque du libéralisme, des échanges, du local et du global, parfois qui s'enchevêtrent, parfois qui sont en tension, et la notion d'échelle est sans doute un concept fédérateur. D'abord, début des années 2000, l'apparition des questions d'échelle de temps, avec le traitement de texte, qui nous amène à des échelles de temps beaucoup plus petites que ce qu'on pouvait imaginer avec le support papier. Je dirais qu'un ensemble de recherches vont poser la question fondamentale que pose Sylvie Plane à plusieurs reprises. Quelles sont les incidences des outils informatiques sur les pratiques d'écriture? Je partirai du travail de Claire Doquet de 2011, qui reconstitue le film temporel des écritures recueillies à l'école avec le logiciel Genèse du texte. Quels sont les résultats? D'abord, et encore, que les processus d'écriture sont incidents à toutes les dimensions du texte. Deuxièmement, que l'écriture ne traduit pas la pensée, mais l'élabore. Ensuite, que la notion de pause, les pauses micro-temporelles, ne sont pas de la paresse. Quand l'élève lève la tête, regarde par la fenêtre, ce n'est pas simplement de la dissipation, c'est de la réflexion du scripteur, voire de la dimension métacognitive. Et puis, je crois qu'elle aborde un point important. Pourquoi est-ce que tous ces exercices grammaticaux d'automatisation que nous faisons, qui ont été faits depuis le bled, ne parviennent pas à se retrouver au moment où l'acte complexe de l'écriture du texte intervient? Pourquoi y a-t-il en quelque sorte un barrage et que ça ne passe pas? Et Claire Doquet a cette proposition qui est de dire qu'on n'enseigne jamais aux élèves à traiter simultanément plusieurs tâches, mais qu'on émiette, on décompose, et dans les micro-tâches, les choses sont réalisables, mais dès qu'il y a coordination de la totalité, on n'y arrive pas. Alors pourquoi ne pas coordonner par degrés? Mettre 2 tâches ensemble, puis 3 tâches, etc., etc. De fait, des propositions de type holistique, dans une vision plutôt globale de l'acte, sont proposées. Par exemple, mettre à distance cette pratique qui est de penser l'écriture en 2 temps. Un brouillon pour inventer et composer, mais un toilettage orthographique à la fin. Or, c'est par l'orthographe que parfois l'élève entre dans la posture métalinguistique. Je parlerai rapidement des travaux de Christophe Leblé dans Le temps de l'écriture, jeunesse, durée, représentation. Alors, Christophe Leblé travaille en contexte FLE finlandais, c'est intéressant, avec le logiciel Scriptlog. Je ne peux pas tout résumer dans cette approche historique synthétique, mais je veux simplement vous dire 2 choses. D'abord, qu'il montre que l'amélioration attendue avec le brouillon et la réécriture ne fonctionne pas. Mais que cela étant, ce qu'on croit parfois être une dégradation dans l'acte de révision est parfois le signe d'une appréhension plus complexe, plus complète d'une règle, ce qui nous indique, et rejoint d'ailleurs des choses qui ont été dites ce matin, qu'il serait important de poser les dysfonctionnements comme traces, de donner de la visibilité à ce qui relève de ce qu'on estime comme étant du dysfonctionnement pour pouvoir constater, remédier, représenter. Et Christophe Leblé nous propose de pousser, d'engager les élèves à retourner dans le déjà écrit et d'apprendre à lire leur écriture, plutôt que de s'engager, comme souvent aussi les enseignants, dans une vision finaliste de l'amélioration, c'est-à-dire toute réécriture oriente vers un mieux, ce qui n'est pas le cas, loin de là, et d'être attentif aux possibles des écritures, ainsi qu'à la réflexion, la réception attentive des élèves. Deuxième élément de changement d'échelle, ce sont les échelles spatiales et la variété des supports. J'insisterai rapidement sur 2-3 développements. D'abord, l'importance des apports relatifs, je dirais, aux images mentales en lien avec les cartes heuristiques. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe et nous amène aussi à réfléchir à la distinction que posait Martina Alcorta en 2001 entre le brouillon linéaire et le brouillon instrumental. Il me semble que l'émergence de tout ce qui relève des espaces de scription, qu'il s'agisse des dessins scénographiques au théâtre, qu'il s'agisse des dessins de lecture, comme François Le Goff peut le proposer, sont extrêmement intéressants par rapport à cette façon de revenir vers le pilotage. Je parlerai des échelles relatives au numérique, avec le développement du brouillon,
sur les plateformes de révision à distance. Les travaux, je dirais, de Jacques Crinon, en particulier sur la révision à distance chez des élèves de cycle 3 et de collège, montrent que la notion de tuteur-reformulateur est extrêmement intéressante et permet de créer des dynamiques de révision stimulantes. Sans doute une ouverture nouvelle, parce que c'est le champ du FLE et le champ du FLS, relève des échelles langagières, c'est-à-dire l'approche des brouillons plurilingues. Il est effectivement intéressant d'aller rapprocher les travaux d'écrivains qui côtoient plusieurs langues et qui écrivent entre les langues pour essayer de voir comment, pour certains publics d'élèves, il est extrêmement intéressant de pouvoir, au fond, investir aussi son héritage et sa culture première et sa langue première dans une dimension réflexive, voire critique, à l'égard de la langue d'apprentissage. Enfin, je vous parlerai rapidement de la question des grands corpus scolaires. Alors, c'est une approche qui est prospective, mais actuellement, beaucoup de projets prolongent les travaux qui ont été menés, par exemple, par Marie-Laure et Lalouf en 2004 autour de la constitution de grands corpus. Aujourd'hui, avec les métadonnées, avec les big data, avec les traitements du TAL, le traitement automatique des langues, on va arriver à découvrir ce que l'œil humain n'a pas pu découvrir, à savoir de grandes données statistiques pour essayer de comprendre les grammaires en apprentissage des élèves de la nation. D'ailleurs, vraiment des milliers et des milliers de corpus, et c'est extrêmement important et intéressant. Enfin, je parlerai des échelles interdisciplinaires. Je crois qu'il y a une dimension très importante dans le contact des sciences de l'éducation, de la génétique et de la didactique. J'évoquerai par exemple la thèse de Claude Beuchet, qui me paraît passionnante dans la mesure où il a pris les moyens multimédia d'enregistrer à l'aide de tous les moyens numériques d'aujourd'hui, la vidéo, le support papier, les pratiques de classe et les révisions de ce qu'on appelle l'étayage, la posture d'étayage des enseignants. Et là, il fait un travail tout à fait qualitatif avec un nombre de propositions qui sont extrêmement importantes. Alors, pour finir, peut-être que je vais revenir sur un focus et une dimension qui a été abordée entre les lignes depuis ce matin. Y a-t-il des profils d'écriture? Y a-t-il des modalités d'écriture programmée ou de profils de scripteurs? Du point de vue du traitement des textes, effectivement, Claire Doquet a imaginé, dans son interprétation critique des corpus qu'elle a analysés, deux modes. Le mode par accumulation, c'est-à-dire l'élève tape une partie de texte sur écran, s'arrête et révise. Et puis un autre mode, qui est un mode par récurrence, où l'élève ne cesse dans le même temps et de manière spiralaire à la fois de produire et en même temps de réviser en relisant tout son texte, et donc d'un entremêlement des différentes opérations. Cela rejoint quelque part ce que la critique génétique avait déjà effectivement relevé, et ça a été mentionné tout à l'heure, à propos des corpus papier, c'est-à-dire d'écriture plutôt à processus, c'est-à-dire de scripteurs qui ont besoin de se lancer in medias res dans une rédaction, et puis d'autres scripteurs qui ont besoin de préparer, des improvisateurs et des préparateurs. En réalité, tout ça se mélange, il s'agit bien sûr d'une vision théorique, mais quand même, elle est relativement utile. Et de ce point de vue-là, pendant un certain nombre de temps, j'ai personnellement proposé de mettre en œuvre une didactique du pré-rédactionnel qui s'appuie sur une convergence des deux modalités, d'écriture préparée et d'écriture improvisée. Pourquoi? Pour essayer de casser justement la définition et l'approche que la critique génétique restreinte, dans sa définition, a donnée du brouillon rédactionnel. Et de montrer qu'en amont du brouillon rédactionnel, il pouvait y avoir tout un espace de créativité que la rédaction, la dimension textualisante du brouillon minorait, sinon stérilisait. Et vous voyez dans le schéma qui est ici, qui n'est pas un schéma linéaire mais circulatoire et presque rhizomique, que l'élève peut faire un dessin, écrire, scénariser, s'auto-commenter, faire des fiches, des listes, etc., etc., voire ne rien faire du tout et ne prendre que le brouillon rédactionnel final. Donc, cette didactique du pré-rédactionnel, je vous en donne un exemple. Alors, quel exemple? Voici un dispositif qui est tout simple. Primaire. Il n'y a pas de numérique. C'est du papier, du crayon et une règle. Une feuille divisée en 4. Là, vous n'avez que la partie du haut. Avec d'un côté, pour fabriquer la description d'une île, la liste des mots,
le croquis du paysage, il y a 2 autres cases, mais je ne mentionne pas, et puis ensuite le premier brouillon rédigé. Et donc, les élèves doivent écrire la description, doivent rédiger la description de l'île de Naxos. Vous connaissez tous cet épisode de Thésée et d'Ariane, Ariane abandonnée par Thésée, etc. Alors, que fait l'élève ici? Elle jette quelques mots, la plage, coquillage, sable, végétation, la mer, le soleil, le ciel, la pierre, les animaux. Elle dessine ce croquis de l'île. Je ne sais pas si elle a dessiné d'abord, elle a écrit la liste avant, inversement. Mais à la limite, peu importe. On fait bien ce qu'on veut. Parce que la créativité et l'écriture, c'est de la liberté. C'est de l'inspiration, c'est de l'intuition. Et ce qui est assez passionnant, c'est qu'au moment où elle va rédiger son premier jet, elle va regarder son dessin. Pour l'instant, dans le dessin, vous voyez le reflet du soleil. Mais quand vous lisez le texte de l'élève, vous comprenez le fonctionnement de l'imaginaire lorsqu'on arrive à mettre en synergie des documents hétérogènes, des documents génétiques hétérogènes, qui permettent à la plasticité de tous les profils de s'y retrouver dans le même temps d'écriture. Et c'est ça qui est important. C'est que c'est pas 1, je fais un dessin, ou 1, je planifie, 2, non. C'est en même temps. Et il n'y a rien de politique quand je dis en même temps. Au réveil d'Ariane, Thésée et son équipage ne sont plus sur la plage. Le sable, beige, brillant, comme une centaine de petits diamants. Les cailloux étaient d'un gris dégradé. Ce gris dégradé, n'est-ce pas le gris du dessin du soleil qui se reflète dans la mer? Elle se leva et s'assoit sur un rocher, elle regarda la mer foncée par la nuit, orangée par le soleil, elle s'approcha de la mer en se nettoyant le visage, elle vit le visage de Thésée pendant 1/10 de minute. C'est-à-dire que le visage de Thésée, eh bien, c'est le reflet du soleil, et Ariane, vous la voyez, elle est toute petite sur la plage, eh bien, c'est Ariane, mais bien sûr, c'est l'élève qui est en train d'écrire. Il est temps de conclure. Et donc, je vais conclure en prenant peut-être un tout petit peu du temps de l'échange prévu pour répondre et conclure en répondant à une question avec une approche. Que le brouillon est un droit expérientiel, que le brouillon est un droit, et que ce droit se défend, s'institutionnalise, s'écrit, et a son espace légal dans la classe. Pourquoi? Parce que écrire en classe, c'est l'art de composer une expérience humaine avec l'écriture, ressentie par ceux qui la vivent comme n'étant ni une suite de faits, ni une durée sociale entre 2 sonneries. Selon moi, il y a une expérience de l'écriture quand s'extrait du flux continu des tâches un moment global, composé d'interactions, durant lequel il s'est passé sur un plan phénoménologique quelque chose de remarquable, ajoutant ce qui n'était pas là au début, qui est palpable à la fin, notre transformation. Car écrire, c'est se transformer. Et le travail des écrivains est extrêmement important pour le démontrer. Donc, inventons une didactique de l'expérience, expérimentons des expériences en classe pour permettre de découper dans le réel du flux empirique des expériences bornées. Et pourquoi bornées? Parce que si l'élève ressent que son expérience est bornée, alors il est possible qu'une nouvelle expérience arrive et soit peut-être plus heureuse qu'une expérience vécue. Je finis juste en disant que si vous m'interrogez sur le temps long et l'échelle de ce droit expérientiel, je vous dirais qu'effectivement c'est le temps long, parce que le temps long c'est l'espace démocratique, et que la société d'aujourd'hui nous amène au temps de l'urgence, qui est effectivement le temps perdu, parce que en réalité, le droit expérientiel, c'est tout simplement la formation tout au long de la vie. Je vous remercie. Je prie l'organisateur de me pardonner du dépassement. Merci bien. Non, restez là. On n'a pas fini avec vous. J'ai eu plusieurs questions qui sont convergentes, donc je vais rassembler, qui posent la question c'est exprimé en termes de motivation ou d'engagement de l'élève, donner envies aux élèves de réviser son texte, pas si simple en fait, qui tourne autour de la question de comment amener les élèves justement à s'investir dans ces tâches
que les différents orateurs d'ailleurs ont décrite de façon différente, mais qui est retour sur son texte, de façon globale, ou réflexion sur son texte, ou autour de son texte, etc. Est-ce que vous avez quelque chose à avancer dessus? C'est un peu dans votre conclusion, quelque part. Oui, 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 absolument. C'est un petit peu. Je dirais que la meilleure façon d'inviter les élèves à réviser leur texte, c'est déjà de régler de manière extrêmement explicite la question de la censure. Parce que la question de la censure et de l'autocensure, elle est extrêmement importante. Si je revenais sur les travaux de Claude Beuchet a une préconisation, c'est rendre les enseignants conscients des modèles théoriques disciplinaires qu'ils ont dans la tête. Et effectivement, nous sommes porteurs de modèles disciplinaires qui ne sont pas critiquables en tant que tels, mais qui doivent être interrogés lorsqu'ils sont plaqués sur une approche pédagogique. Et donc la question de la censure, elle est déjà fondamentale du côté de l'enseignant. Du côté de l'élève, j'ai envie de vous dire, on parle beaucoup d'innovation de rupture aujourd'hui. C'est tout à fait à la mode. La première innovation de rupture, selon moi, en tout cas l'une des plus importantes de l'humanité et l'une des plus durables, c'est la littérature. Parce que la littérature, c'est à la fois un espace d'expérimentation, déjà, d'expérimentation des formes. On teste, on se trompe, on refait, on reprend, on copie, on imite. Donc l'expérimentation. Et deuxièmement, c'est l'espace de l'audace. Et la question de l'audace, c'est-à-dire de la confiance en soi et de la capacité à s'autoriser à transgresser, c'est quelque chose qui doit s'apprendre dès le premier âge. Et il me semble que dire, par exemple, ben voilà, jusqu'à 10 ans, on apprend aux élèves les cadres et les normes. Parce que pour pouvoir commencer à critiquer, mon petit coco, il faut quand même que tu saches un petit peu ce que c'est que l'orthographe, ce que c'est qu'un texte, ce que c'est que la cohérence, ce que c'est que la cohésion, ce que c'est que les normes, etc. Tu vas quand même pas nous demander d'être libre dès le départ. Et sauf que quand l'élève il arrive au lycée et qu'on lui dit allez, un peu d'initiative, du récit d'invention, ben il dit non mais moi j'ai des cadres, j'applique et c'est ce qu'on me demande. Donc la question du décalage, la question du décadrage, la question de la marge, elle est à poser au même titre que le cadre. C'est en même temps que ces choses-là se construisent. Parce que le jour où vous dites aux gens maintenant que vous êtes libres et que pendant des années vous les avez aliénés à des modèles, ils ne savent plus développer l'initiative, la liberté et l'audace. Donc, et ils sont pas nombreux, hein. J'ai l'impression qu'il y a un camp à gauche. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais de l'audace, et surtout que je crois que l'expérimentation, la notion expérimentale est au cœur de beaucoup de projets aujourd'hui, voire même de projets politiques. C'est-à-dire la complexité du monde nous oblige aujourd'hui à expérimenter des modèles, des situations, parce qu'on n'a plus de vérité dogmatique sur rien, que notre monde est multipolaire, que les grandes idéologies se sont effondrées, que le structuralisme n'est plus là pour nous donner les règles des normes textuelles, et que nous devons être à la fois intelligents et solidaires. C'est-à-dire l'intelligence des citoyens et la solidarité des classes. Voilà. Le jury, avant que le temps soit expiré, voilà. Le jury délibère déjà. Non, c'est bon. Je voulais juste vous poser la question de l'évaluation du brouillon, parce qu'ils sont divers. Et voilà, concrètement, comment fait-on dans nos classes? Quel regard avoir en fait sur ces brouillons? Alors, ça va être un peu abordé après, mais vous pouvez déjà commencer à donner des éléments. Quelques secondes pour ne pas manger le temps de la collègue. D'abord, la didactique du pré-rédactionnel n'est pas une manière d'annuler 40 ans de recherche sur la réécriture, la textualisation et tous les travaux du groupe EVA. Entre autres, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais cette cartographie du texte, les propositions qui ont été faites par la génétique et les généticiens didacticiens, de Claudine Fabre jusqu'aux recherches actuelles qui travaillent sur la textualisation, sont extrêmement importants. Enfin, il ne s'agit pas simplement d'avoir un beau projet et de ne jamais arriver au résultat. Mais je ne peux même pas répondre à votre question. Pourquoi? Parce qu'un jour, c'était il y a quelques semaines à Nantes pour une conférence,
je parle de cette didactique du pré-rédactionnel et une collègue me dit c'est bien ce que vous proposez, mais nous, quand on a les livrets de compétences et qu'on doit cocher acquis, non acquis, on fait comment avec votre histoire de il faut donner de la visibilité au processus, alors que nous, on n'a qu'une grille avec l'évaluation du résultat. On fait comment? Alors, j'ai envie de vous renvoyer du côté des pistes, par exemple, que développe Catherine Tauvron, sur l'attention et l'intention esthétique, qu'au fond, il n'y a pas de normes, il y a des relations. Des relations entre quelqu'un qui produit un texte avec une intention, avec un lecteur qui peut être un lecteur idéal, qui peut être un lecteur ciblé, parce que parfois on écrit pour la femme qu'on aime, parfois on écrit pour l'humanité. On ne sait pas qui est ce lecteur idéal dont parle Umberto Eco. Mais il y a une intention vague. L'écriture nous aide peut-être à débrouiller ou embrouiller cette affaire-là. Mais en face, il y a des récepteurs. Et les récepteurs, c'est pas seulement de la réception neuronale, c'est affectif, c'est symbolique, c'est politique, c'est idéologique. C'est énormément de choses. Et cette relation-là, elle doit permettre un dialogue entre une intentionnalité dans ce qu'elle peut avoir de plus général et les sentiments liés à la réception. Qu'est-ce que j'entends dans le texte que tu viens d'écrire? Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je ressens? Et parlons de ce que tu voulais dire et parlons de ce que moi je ressens. Et si vous mettez l'intention et l'attention l'un au regard de l'autre, l'un en face de l'autre, vous allez avoir forcément quelque chose qui s'appelle les dérapages, les décalages, les incompréhensions, parce que la littérature et l'écriture, ce ne sont pas des signes mathématiques. Le signe mathématique, résolution d'équations, on aura tous les mêmes solutions. Mais entre le projet que moi je vais écrire et la façon dont les élèves ou la façon dont un lecteur va recevoir mon écrit, eh bien c'est l'aventure de ces décalages, c'est l'aventure des malentendus qui fait finalement la richesse de la communication humaine. Et s'il n'y avait pas ces malentendus, je crois qu'on ne pourrait même pas communiquer. Merci bien. On va pas engager de débat sur savoir s'il y a un seul résultat dans les équations, parce que je pense que là, il y aurait...